Bienvenue à Bibliothèque Médicis, consacrée cette fois à l'Europe, c'est-à-dire à nous-mêmes. Dans 3 mois, la France va présider l'Union européenne et pour 6 mois. 2008 sera donc une année décisive pour le rôle de la France dans l'Union européenne, pour l'Union européenne elle-même, après l'adoption du traité de Lisbonne. Y aura-t-il des avancées dont les citoyens pourront profiter? Y aura-t-il des décisions communes face, par exemple, à la crise monétaire et économique mondiale et à la récession qui pointe son nez aux États-Unis, mais des décisions communes pour des enjeux communs aussi, par exemple l'énergie, les transports, la santé, les changements climatiques et le développement durable, la pression des flux de migration. Eh bien, avec Monique Cantos-Perber, Bibliothèque Médicis a invité les acteurs ou les symboles d'une grande partie de l'Europe. Bronisław Geremek, une des grandes voix de la résistance polonaise, autrefois, aujourd'hui encore d'ailleurs, et de l'avenir de l'Europe. Merci, vous arrivez de Varsovie, nous sommes très heureux de vous accueillir à Bibliothèque Médicis. Hubert Védrine, merci d'être là, 5 ans ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac et de Lionel Jospin, conseiller de François Mitterrand pendant des années et expert écouté pour les problèmes de politique étrangère. Sandro Gozi, très proche de Romano Prodi, vous êtes député de la province de Venezia, en Italie, vous êtes en campagne électorale. En pleine campagne. Oui. Berlusconi, Veltroni, lequel en ce moment est en train d'avancer? Celui qui monte, c'est Walter Veltroni en ce moment. Oui. Mais pour le moment, Berlusconi a un peu d'avance. Encore un peu. Ouais. Et vous venez de Rome, je vous en remercie. Hubert Haenel, alors vous pensez, vous agissez, vous respirez Europe et vous vous promenez avec vos petits drapeaux des 27 pays de l'Europe que vous avez sur votre bureau. Ils sont là les 27. Ils sont là les 27 plus le drapeau européen qui est au milieu. Ouais. Et il y a de la place pour d'autres pays. Il y a de la place, il y a des trous, alors on peut épiloguer là-dessus et puis on peut plaisanter aussi. Oui. Ben, on envie d'ailleurs ce joli bouquet dans la de drapeaux. Voilà. Et puis Jean-Pierre Jouyet, vous êtes chargé par le président de la République de préparer les 6 prochains mois de la présidence française. Le 1er juillet approche. Vous avez non seulement cela dans votre bureau, mais vous avez autre chose au-dessus du Quai d'Orsay. Au-dessus du Quai d'Orsay, nous avons le drapeau européen qui flotte en permanence depuis le 13 juillet. Oui. Pourquoi ça ne s'était pas fait avant? Ça ne s'était pas fait avant, non. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que, sans doute, vous avez peur des symboles et comme M. Hubert, comme M. Hubert Védrine, c'est une administration aussi assez nationale, le Quai d'Orsay. Ouais, donc il a fallu aussi les convaincre. Qui change. Mais le drapeau de l'Europe va rester. Au bout des 6 mois, on va le récupérer. Ah non, il sera en permanence. Et il flotte en permanence sur le Quai d'Orsay. Pour les 6 mois de la présidence française, il y a 27 pays de l'Europe. Hein? Oui. Il y en avait combien en 2000, quand vous y assistiez aussi, Hubert? 15. Donc 12 de plus en 8 ans. Oui. L'élargissement s'arrête? Oui. 10 d'un coup, plus 2 tout de suite après. Ouais. Non, l'élargissement ne s'arrête pas, il faut le savoir. Ce serait mentir aux Français que de leur dire que l'élargissement s'arrêtera. Il y a déjà des négociations qui vont avoir lieu avec la Croatie. Vous avez une situation dans les Balkans qui est préoccupante. Vous ne pouvez pas laisser un trou noir dans l'Europe dans le cadre des Balkans. Et donc, il y aura des perspectives européennes à donner à ces pays, et notamment à la Serbie. Voilà, et sans compter les pays qui pourront être associés. On en parlera peut-être tout à l'heure. Alors, est-ce que cette présidence sera un gros moment, à la fois pour la France et pour l'Union européenne? Comment cela va être vécu et où en êtes-vous des préparatifs? Sur les préparatifs, nous avons, je crois, une bonne organisation dirigée par un secrétaire général, M. Blanche-Maison. Nous avons un budget qui a été voté par le Parlement, qui est de 190 millions d'euros, ce qui correspond à peu près à ce qu'avait eu la présidence allemande pour faire sa présidence, qui est supérieur à ce qu'il y avait en 2000, parce que nous sommes 27 et non pas 15. Nous sommes dans la préparation des logos, des symboles et également tout ce qui touche aux cadeaux, parce qu'une présidence réussie, mais oui, une présidence réussie, c'est aussi des cadeaux que vous faites à vos hôtes, de mieux faire connaître la France. Et à moi. Là, vous le verrez, on essaiera de faire pour les médias quelque chose qui soit, au contraire, très interactive, justement, et de faire en sorte qu'il y ait une présidence qui soit interactive et que dans les symboles de la présidence, la communication soit au centre de ce que nous souhaitons faire. De quelle façon C'est-à-dire que vous puissiez avoir, que vous puissiez communiquer
communiquer avec n'importe quel Européen durant la présidence française, Jean-Pierre Elkabbach, où vous vous trouviez et que vous puissiez dialoguer sur quelque sujet que ce soit avec tous les Européens ou les membres vous avez de vos parlé de proches. symboles concrets et de logos. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Ça c'est veut un dire que logo chaque pour l'Europe et présidence- l'Union européenne? Chaque présidence a son logo, un symbole, et nous sommes là en train de préparer ce qui sera la figuration permanente de la présidence française. Et Philippe Stark est prêt? Et Philippe Stark est prêt. Qu'est-ce qu'il a préparé? Qu'est-ce Là, qu'il je vous ne a peux pas proposé? encore vous le dire. Ah, Ça ben, reste vous pouvez encore avancer, à vous découvrir. pouvez avancer. Ouais, c'est ce que je vais vous dire. Quoi, c'est un dessin, c'est une chaise, Non, c'est un drapeau? Il a préparé un dessin qui se rapproche plus effectivement des drapeaux que nous avons là. Regardez, Monique Voilà. a envie de vous Alors, poser une question. C'est une présidence importante puisque c'est la dernière avant la mise en vigueur du traité de Lisbonne qui institue un président de l'Europe. Donc, quelle image forte vous voulez que la France laisse au terme de cette présidence de Je l'Europe? crois que ce que l'on souhaite, c'est tout d'abord de faire en sorte que ce qui est prévu, c'est-à-dire le traité, soit correctement mis en œuvre. C'est un traité qui comporte de nombreuses avancées sur le plan de la procédure de décision et qui permet justement aux 27 de décider et d'agir. Alors il y a un mélange d'intergouvernemental, c'est-à-dire ce qui relève des compétences nationales, et un mélange également d'aspects communautaires qui sont très forts. Je crois que c'est un bon compromis après l'échec de la Constitution, et donc, première chose, c'est d'avoir le cadre pour décider. La deuxième chose, l'image que nous voulons laisser, c'est d'une Europe qui soit transformée sur le plan de son mode de développement. C'est-à-dire que toutes les questions qui ont trait à l'écologie, à l'énergie, seront de nos priorités. Nous allons voir les thèmes en Voilà. détail. Hubert Védrine, il rêve un peu? Non, pas du tout, parce que même si on est conscient des limites d'une présidence, dans une présidence européenne, on n'a aucun pouvoir en plus. On n'a que des responsabilités en plus. Et c'est plus compliqué à chaque fois. Moi, j'ai connu des présidences où il y avait 10 pays, 12, 15, 27, c'est plus lourd, c'est plus compliqué. Et tout ce que prépare Jean-Pierre Jouyet, ce dont il parlait, un pays doit le faire pour assumer bien cette présidence, parce que ça lui donne aucun pouvoir magique pour mettre d'accord tout le monde sur tous les sujets, donc c'est bien. Jean-Pierre Jouyet, il y a des États européens, autant le dire tout de suite, qui redoutaient de la part de la France une position mégalo, arrogante, pas assez humble. Oui, c'est ce que j'ai lu. Ouais. Mais comme le dit Hubert, de toute façon, les réalités s'imposent. Une présidence réussie, c'est une présidence où vous êtes un honnête courtier entre des intérêts qui sont différents dans le cadre européen et où vous essayez de vous fixer des priorités claires. Il faut bien comprendre qu'on va le plus souvent abandonner des intérêts nationaux pour servir l'intérêt général européen. Est-ce que Pour la France répondre- va par exemple laisser de côté comme intérêt national au profit des directives européennes et de l'intérêt de l'Europe? Mais Un écoutez, exemple de- oui, je vais vous donner un exemple. Vous savez, nous sommes en discussion aujourd'hui avec la Commission sur le marché intérieur de l'énergie. Et nous pensons qu'il faut certainement le libéraliser, mais nous ne voulons pas qu'il y ait un affaiblissement des producteurs et des consommateurs européens. Nous sommes plusieurs États à vouloir ça. Nous souhaitons que ce dossier soit réglé avant que nous prenions la présidence, parce que lorsque nous aurons la présidence, nous aurons à établir des compromis dans ce domaine, par exemple. Encore une illustration de ce que vous êtes en train de préparer, puis la discussion s'ouvrira. Vous nous direz si ça vous suffit, puis en même temps ce qu'on peut attendre de cette présidence et en même temps de l'Union européenne dans les circonstances internationales difficiles. Vous avez prévu à Paris et en province 8 grands rendez-vous. Oui. Ce que l'on souhaite faire, c'est de faire en sorte que les citoyens soient pleinement associés à cette présidence et de faire en sorte, à partir du mois de mai et au mois de juin, avec Bernard Kouchner et avec l'ensemble des représentants européens, et tous ceux qui sont ici sont les bienvenus, de participer à des débats autour de cette présidence. Et donc, durant la présidence française, qui est courte, il faut rappeler à nos amis, et c'était le cas en 2000, Hubert, que nous avons là une présidence de 5 mois effectifs, et non pas de 6, celle du deuxième semestre, compte tenu du ralentissement du mois d'août, est toujours plus courte que celle du premier semestre. Donc nous avons beaucoup de choses à faire en 6 mois, mais nous souhaitons associer les citoyens, et il y aura en France, pour répondre concrètement à votre question, une manifestation européenne par jour environ, entre la société civile, ce que sont les manifestations officielles, 2 grands rendez-vous, que sont les conseils européens, puisque c'est ça aussi, c'est, pour être clair, vous avez un Conseil européen au mois d'octobre et un Conseil européen au mois de décembre, et un rendez-vous le 13 juillet également, important, entre l'Europe et la Méditerranée, dans le cadre de l'Union pour la Monique Méditerranée. disait tout à l'heure, c'est le dernier avant l'application du traité simplifié. La prochaine fois où, après 2008, la France présidera l'Union européenne, 2022.
Ouais. Alors vous voyez, enfin, d'autres seront là. Il y a intérêt à réussir. Sandro Gozzi représentera l'Italie, je le souhaite, en 2022, mais moi je n'y serai pas. Non, ça va. Voilà. Oui, Monique. Mais avec les thèmes de cette présidence, c'est-à-dire sécuriser l'approvisionnement d'énergie, agir pour remédier au changement climatique, ou du moins pour prendre des mesures qui permettent d'en limiter les effets. Là, la France a la capacité de faire de l'Europe, de donner à l'Europe une position de conscience des défis mondiaux et même des moyens pour commencer à les relever. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau dans la stratégie européenne, ça. Vous avez raison, c'est-à-dire que les 3 priorités correspondent à des défis qui sont globaux. Le premier, c'est l'environnement, et faire en sorte que l'Europe soit exemplaire dans les grandes conférences internationales en matière d'environnement, qu'elle assure également son indépendance énergétique. C'est là où, avec la Commission, nous sommes en train de discuter avec d'autres pays également, qui sont là, Pologne, Italie, également des problèmes avec ce qui est proposé actuellement. Le second, c'est tout ce qui a trait au flux démographique. En France, les problèmes d'immigration sont bien souvent posés en termes idéologiques. Je peux vous garantir que, quelles que soient les sensibilités au niveau européen, chacun se rend compte que, compte tenu des différences démographiques entre l'Europe et un certain nombre de ses voisins, l'Asie centrale, l'Afrique, le Moyen-Orient, mais aussi l'Amérique du Sud, par exemple, pour les Espagnols, eh bien, vous devez avoir une approche commune en matière de délivrance de visas et de gestion de l'espace de Schengen, qui est une très belle aventure, mais qui doit concilier liberté et sécurité. On peut écouter Sandro Gozzi, parce que je disais que vous étiez député jusqu'à présent, et vous avez présidé la commission mixte de députés et de sénateurs italiens qui était chargée de l'immigration. Oui. Et quand on pense à votre pays ou à l'Espagne, on voit les embarcations, dans le meilleur des cas, qui arrivent avec ces malheureux immigrants ou immigrés clandestins. Oui, est-ce qu'il y a une politique commune? Est-ce que vous attendez quelque chose de ces 6 mois? Est-ce qu'il y aura une accélération? Et où en êtes-vous dans votre propre pays, d'ailleurs? Oui, justement, il n'y a pas encore une politique d'immigration commune et nous la souhaitons. C'est pour cela que, de notre point de vue, cette priorité et les autres aussi de la priorité française correspondent tout à fait à nos intérêts. Il est clair que dans un espace Schengen de libre circulation, on a besoin aussi des politiques plus coordonnées, plus intégrées sur l'immigration au niveau européen. On ne peut pas avoir une libre circulation à l'échelle européenne et des politiques de gestion des flux migratoires pas coordonnées et uniquement au niveau national. Ceci vaut pour l'immigration clandestine, ceci vaut aussi, d'après moi, pour l'immigration légale. Et quelles pourraient être les bases d'un accord sur ce plan de l'immigration? Les bases d'un accord. Tout d'abord, on a déjà la possibilité aujourd'hui, autour de l'espace Schengen, d'approfondir notre intégration. Moi, je crois que le temps est venu de proposer des consulats Schengen dans les pays tiers. Il n'y a aucune raison d'avoir un espace commun partagé et d'avoir des procédures et des structures qui coûtent en plus beaucoup et qui ne sont pas intégrées dans les pays tiers. Ça pourrait être déjà un pas en avant possible et faisable aujourd'hui. Après, avec les traités de Lisbonne, une fois qu'il sera ratifié, évidemment, la politique d'immigration pourra avoir un nouvel élan. Il est clair que les choses ne seront pas faciles. On aura une base juridique nouvelle. Il faudra voir quel est l'équilibre entre les intérêts différents des différents États. Les taux migratoires sont différents dans des pays comme l'Italie et l'Espagne, dans des pays comme la France. Il faut voir aussi si les genres d'immigration dont on a besoin sont les mêmes. Il faudra vraiment discuter de tout ça au niveau de la présidence française. Pour nous, l'immigration qualifiée est fondamentale, mais on a besoin aussi de manœuvres qualifiée. Vous dites choisi. On dit qualifié aussi. Il y a une immigration qui correspond, c'est une chance pour l'Europe à des besoins économiques et sociaux. Vous ne pouvez pas vivre sans immigration. D'accord, c'est une chance pour l'Europe, et puis on a vu la part des immigrants dans le développement de l'Espagne. Mais est-ce que c'est une chance pour les pays africains qui vont partir? Non, c'est pour ça que vous devez ajouter une dimension qui est développement et qu'il faut qu'il y ait une approche commune entre l'Europe et les partenaires et les pays d'origine immigration, justement pour qu'il y ait aussi une approche commune en matière de développement et d'accords de développement avec ces pays-là. L'immigration était au cœur de la campagne électorale en Espagne. Il y a eu la victoire de Zapatero. Est-ce que dans la campagne que vous faites aujourd'hui, les Italiens vous parlent de l'immigration? On parle beaucoup d'immigration parce que malheureusement, dans cette législature très courte, on n'a pas pu changer une loi qui avait été votée par le gouvernement Berlusconi, la loi Bossi-Fini, qui ne répond pas tout à fait
aux besoins ni des contrôles des flux migratoires clandestins, ni aux besoins des politiques d'intégration. En Italie, on doit ouvrir une nouvelle page qu'on n'a jamais véritablement ouvert, des politiques d'intégration efficaces. Et doit chercher un modèle italien d'intégration qui, sur un thème qui pour nous est tout à fait nouveau. Il y a aussi une de nos priorités de faire en sorte. C'est pour ça qu'on en parle tout de suite. L'intégration. Voilà. Mais quelle est la différence entre la politique proposée par Berlusconi, s'il gagne, ou celle de Veltroni, plutôt centre-gauche, s'il gagne? Berlusconi, jusqu'à maintenant, a voulu une loi, et voudrait confirmer une loi, qui rend très difficile la rencontre entre la demande et l'offre du travail des immigrés. Il se base sur une ambiguïté juridique, à savoir, on peut rentrer en Italie seulement si on a déjà un contrat de travail. Mais quel est l'entrepreneur qui embauche déjà un travailleur sans les connaître? Nous disons qu'il faudrait trouver, avec les partenaires sociaux et avec des listes gérées par les ambassades, les moyens de mieux gérer les flux des travailleurs immigrés en Italie pour faciliter la rencontre entre une demande qui est croissante des entrepreneurs. Dans le nord-est, par exemple, de l'Italie, la partie où les PME sont les plus vivantes, la demande des travailleurs immigrés est en train d'augmenter. Mais on a une législation qui crée la clandestinité. Parce qu'elle oblige finalement les immigrés à rentrer de façon irrégulière ou alors à rentrer avec des visas touristiques et rester dans le pays après que les visas touristiques... Et au bout d'un certain temps, vous régularisez ceux qui n'ont pas de papier, qui sont arrivés clandestinement. Exactement. Après cette loi, on est obligé de régulariser des immigrés qui sont irréguliers. Ce qui n'est pas acceptable dans l'espace Schengen, parce que nous sommes bien conscients que nous ne pouvons pas avoir un espace partagé au niveau européen et procéder par régularisation massive des immigrés irréguliers, parce qu'à un certain moment, l'espace Schengen va éclater. Donc, évidemment, il faut mieux gérer les flux migratoires et aussi être plus efficace. Et Veltroni veut modifier la loi en vigueur, veut faciliter la rencontre entre demande de travail et offre de travail, et aussi veut introduire de nouvelles politiques d'intégration interculturelle, c'est ça notre modèle, à l'école, à l'université, dans le domaine social, et modifier aussi la loi sur la citoyenneté. On voit bien qu'une présidence de 6 mois ne peut pas régler tout ça. Mais en revanche, je crois qu'à moyen terme, on peut être assez optimiste, parce qu'aucun pays d'Europe ne peut se fermer complètement, c'est d'ailleurs pas à son intérêt, ça serait pas logique, et aucun pays peut s'ouvrir sans règles. Donc le seul problème commun sur lequel il faut harmoniser, pas forcément intégrer, parce qu'il y a des responsabilités locales particulières, mais l'harmonisation, c'est celle de la régulation humaine et économiquement intelligente des flux. Donc on a le même problème tous. Exactement. Et moi je pense qu'en 3, 4, 5 ans, ça sera fait, en réalité. Il y a déjà, Claude Gilbert, on peut faire pas mal de progrès sous présidence française, parce qu'il y a déjà des propositions intéressantes qui sont faites par la Commission européenne dans ce domaine. C'est pas le dossier. Non, voilà, on part quand même, il y a quand même déjà une approche commune. On le voit bien à travers ce que dit Sandro, il y a quand même une approche commune. C'est d'autant plus intéressant que tous les pays européens ne sont pas concernés au même titre par ce phénomène d'immigration. Ils sont 5-6 à être fortement concernés. Donc la politique commune qui se dessine et qui donne beaucoup d'espoir, c'est en effet la définition d'une immigration légale et professionnelle. Mais où en est le projet qui avait été évoqué à plusieurs reprises de l'équivalent de la carte verte européenne, de la carte verte américaine, une sorte de carte bleue européenne, qui donnerait aux personnes accueillis en France pour travailler, la possibilité éventuellement de rentrer quelques années dans leur pays sans pour autant perdre leurs droits au séjour dans le pays européen qui les accueillit, ce qui permettrait de résoudre en effet le risque de drainage des élites africaines ou des pays en voie de développement. Où en est ce projet? C'est un projet qui, à l'heure actuelle, est sur la table de la Commission. Il y a une proposition qui a été faite et, comme le disait Sandro, c'est un des projets que l'on devra discuter dans le cadre du paquet sur la politique de l'immigration. C'est un bon projet, me semble-t-il. C'est un projet réaliste et je vous corrige sur un point, Monique, c'est sur le fait qu'il y aurait que 5 ou 6 pays qui soient concernés. Ce qui m'a frappé, moi, depuis que j'occupe ces fonctions, et ce qui a sans doute changé depuis plusieurs années, c'est que la plupart des pays, vraiment plus d'une vingtaine, sont concernés par les problèmes de migration. Les pays scandinaves qui ne l'étaient pas, aujourd'hui, sont les premiers à dire comment est-ce qu'on peut partager, par exemple, l'accueil des réfugiés irakiens. Vous avez 50 000 réfugiés irakiens en Suède. Ça, c'est le droit d'asile. C'est un phénomène nouveau. Oui, mais on doit faire, Hubert, également discuter droit d'asile et immigration. Et le droit d'asile sera le plus difficile. Pourquoi on en parle dès le début de cette émission.
Bronislaw Geremek, vous êtes une des consciences et de l'honneur de l'Europe, etc., etc. Vous êtes député à Strasbourg. Vous avez fait récemment un discours qui vous a valu une ovation debout de la plupart des députés. Vous nous direz ce que vous leur avez dit. Mais votre pays, la Pologne, qui bénéficie de l'Europe, a encore du mal à accepter les règles de l'Europe. Ou une grande partie politique de votre pays. Bon. Je voudrais d'abord défendre mon pays. Mon pays bénéficie de l'Europe et l'Europe bénéficie de mon pays aussi. Même quand il y a des moments où on pourrait nous en vouloir, au moins nous sommes en train de distraire l'Europe, de la sauver de la nuit, de la routine quotidienne. Je peux vous promettre que cette fois-ci, nous n'essayerons pas de rompre la routine, au contraire. On voudrait que le traité de Lisbonne soit ratifié. Et je me permets d'introduire une toute petite note dans le débat jusqu'à maintenant. Moi, je sais que la présidence française sera courte, mais je voudrais qu'elle soit grande. C'est mon côté rêveur. Quand je pense à l'Europe, je pense à ce qui était le rêve de ma vie, le rêve de ma génération, le rêve de ceux qui combattaient pour l'avenir. Alors, en pensant ainsi, je crois que sous la présidence française, il y aura d'abord le défi du traité de Lisbonne, puisqu'on ne peut pas être sûr. Et il faut aussi savoir combien difficile est réaliser le traité de Lisbonne et combien difficile est vivre sans traité de Lisbonne. Je crois que ce sera aux Français de le faire. Puis, je voudrais que le projet qu'on établit maintenant, puisque c'est un moment particulier, donc le changement climatique, l'immigration, j'ajouterais la communauté, c'est-à-dire les politiques communautaires, les politiques de solidarité, c'est quand même nouveau. Je voudrais que tout cela permet aux citoyens de l'Europe de voir que cette Europe-là, elle n'est pas éloignée de lui, qu'elle est proche de ses soucis de la vie quotidienne. Et alors, dans ces cas, il faudrait introduire des inquiétudes. Il ne faut pas rester enfermé dans le court terme. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, des inquiétudes. Il y en a tellement déjà. Oui. Bon, mais il y a des inquiétudes qui concernent la longue durée et il y a des réponses européennes qui ne concernent que le court terme. L'immigration. Moi, je suis absolument convaincu qu'il faut une politique concernant l'immigration, mais pas le mur. Parce que c'est le court terme. Au court terme, on répond aux dangers créés par l'immigration. Mais au terme moyen, non. Parce que de toute façon, le véritable problème, vous l'avez dit Monique, c'est le problème que l'immigration doit être légale. Et alors, si l'immigration légale est restreinte, si elle est entourée de murs, il y a une immigration illégale massive qui rompe la stabilité. Alors, il faudrait que la présidence française puisse penser ces défis en moyen terme. Dans la longue durée, quelqu'un a dit que nous sommes tous morts. Au moins, je parle en mon nom. Mais moyen terme, oui, cela nous concerne tous. Alors, ces réponses devraient concerner le moyen terme. Un autre exemple, un autre exemple. Bon, c'est une approche très polonaise. Pourquoi ? La Pologne dépend en 70% du gaz naturel russe. Ouais. On peut dire que la Russie dépend aussi de la consommation européenne. La Slovaquie dépend en 100% du gaz naturel. Et puis, quand on voit qu'à l'Ukraine ou à la Géorgie, on peut couper le gaz passant par comment ça s'appelle, le pipeline, en bon français. Donc, et si on peut le faire, on pourrait le faire aussi à l'égard de nous. Alors, dans un tel problème, c'est au cours de l'année dernière. Pour renégocier le prix et le mettre au marché mondial, hein. C'était coupé également la Biélorussie. Ben, ça a été coupé. C'est ce que réclame Vision 82. Oui, à la Biélorussie, quand... C'est pas commode même pour les Russes de l'utiliser comme ça. Quand le dictateur biélorusse faisait des soucis au président de la Fédération russe, on lui a coupé le gaz naturel. Je ne défends pas le président biélorusse.
et le mettre au cours mondial. C'est une politique de domination. C'est la seule politique impériale que la Russie. Simplement, c'est banal la politique russe. Elle est banale sur ce plan. Oui, mais elle a. C'est banal. C'est ce que font les Américains sur beaucoup de plans. C'est ce que font les Américains sur beaucoup de plans. Elle a le moyen de pression. Mais je suis d'accord avec la conclusion, c'est qu'il faut que les Européens aient une position commune, solide, par rapport aux fournisseurs de gaz. Et la chose très importante, que notre conclusion commune, Hubert, soit fondée sur une analyse commune. Quand les Polonais ou les Slovaques parlent de cela, c'est pas parce qu'ils ont peur de la Russie, c'est parce qu'ils connaissent la Russie, un peu mieux que les autres. Connaissez l'Union soviétique, mais la Russie n'a pas changé. Et maintenant, nous sommes les premiers intéressés à voir en Russie un partenaire démocratique. Et moi, j'espère que nous le verrons. Mais maintenant, il faudrait que l'Europe réponde à des défis qui sont immédiats et qui sont de... Mais est-ce que les Polonais ne sont pas trop méfiants à l'égard de tous les voisins? D'abord à l'égard de l'Europe, à l'égard de l'Allemagne, hyper puissante et qui se développe, etc., à l'égard de la Russie. Jean-Pierre Elkabbach, il y a des Polonais et des Polonais. Vous parlez de quelques-uns. Le peuple les frères jumeaux. Il y a un qui a perdu le gouvernement et l'autre qui est président de la République continue à faire des difficultés, des obstacles sur de nombreux domaines avec une certaine influence et par exemple aussi sur la défense. Ils ont utilisé une politique historique, c'est-à-dire une politique qui était tournée vers le passé et pas vers l'avenir. Alors, il y a une synthèse à faire entre les Polonais, les Italiens, les Français. On a une synthèse à retrouver qu'on avait à 15 à peu près, qui est modifiée. C'est un fait. Maintenant, il faut qu'on trouve une nouvelle synthèse. Mais comment on arrive par rapport à la Russie, Hubert Védrine ou Hubert Haenel, vous avez connu l'Europe à 15, vous disiez à 12, à 15, etc. Comment on peut la faire progresser à 27 ? Il y a le traité de Lisbonne, son immense avantage. La souplesse. D'ailleurs, on aurait mieux fait de passer directement de débat de Nice à Lisbonne, parce qu'on a perdu, à mon avis, des années avec les débats creux sur la pseudo-constitution. Donc on a perdu des années, alors qu'on aurait dû travailler déjà sur la politique de l'énergie, déjà sur l'écologie, déjà sur l'immigration. Et moi, je pense que la ratification de ce traité est très importante, parce qu'elle libère l'énergie des Européens pour se concentrer sur les vrais enjeux. Les politiques nouvelles, la position de l'Europe dans le monde, faire de l'Europe un pôle régulateur de la mondialisation sauvage, etc. Là, on va enfin se mettre à... on a perdu des années. On tourne une page, la page institutionnelle, et il est temps de la tourner pour arriver à répondre concrètement aux préoccupations de nos opinions publiques. Et pour ajouter à ce que dit Hubert Védrine, dans le traité de Lisbonne, nous avons aussi de la souplesse, de la différenciation, ce qu'on appelle coopération renforcée, coopération structurée en matière militaire. Ça veut dire qu'à quelques-uns, on pourra avancer un peu plus vite que les autres et les entraîner dans le sillage. On sait très bien qu'à 27, les drapeaux ont disparu, on ne peut plus avancer au même rythme. Donc le traité de Lisbonne nous permet cette souplesse, qu'on appelle aussi dans le jargon la différenciation, parce que le traité de Lisbonne répond aux préoccupations exprimées à l'occasion du référendum français. On ne comprend pas comment fonctionne l'Europe, on ne sait pas qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Les gens nous ont dit aussi l'Europe en fait trop dans un certain nombre de domaines, d'où les réponses subsidiarité, proportionnalité, qui vont de la compétence des parlements nationaux, mais aussi l'Europe n'en fait pas assez. Immigration, on vient d'en parler, problème de la maîtrise aussi de l'énergie, mais aussi dans le domaine, on n'en a pas encore parlé, de la justice et de la sécurité. Donc ils me sont très chers, ce qu'on appelle dans le jargon jaille. Le traité de Lisbonne permettra justement de monter en puissance, tu le sais très bien puisque tu t'intéresses à ça, Europol et Eurojust notamment. Ça va devenir une véritable politique communautaire. Tout ce qui a trait à la sécurité, effectivement, à la gestion des flux migratoires, cela a été dit, c'est une grande avancée du traité de Lisbonne. Ce domaine était vraiment intergouvernemental. Ça n'a pas fonctionné pour les raisons qu'ont expliqué Sandro Gozzi tout à l'heure. Et là, une des avancées majeures, c'est qu'on va décider à la majorité, entre nous, de politique commune dans ce domaine. Hubert Haenel, depuis quand vous vous intéressez à l'Europe? Depuis ma naissance, puisque je suis né en Alsace, de père alsacien né allemand et de père et de mère eux-mêmes ni allemands. Donc pour moi, l'Europe, ça va de soi. Alors peut-être qu'il faut aussi raisonner, il ne faut pas être dans le passionnel ou en plus dans l'irrationnel, mais pour moi, ça va de soi. Je suis tombé là-dedans à mon naissance et je suis né pendant la guerre. Donc c'est tout dire. Mais après ça, je me suis intéressé au fonctionnement de l'Union, comment on peut aller plus vite et plus loin. Et puis il y a 9 ans, j'ai eu la chance de succéder à Michel Barnier lorsqu'il a été nommé commissaire européen. Et je préside actuellement cette commission de délégation des affaires européennes du Sénat. Alors on peut dire aussi à Borislav Geremek que vous êtes né dans l'Europe.
Vous êtes né européen aussi, non? L'Europe Et que c'était une conquête quand même. Mais l'Europe m'a laissé à un certain moment. C'est l'Europe qui m'a abandonné. Moi, je ne suis pas sorti de l'Europe. Mes rêves, mes lectures, comme les lectures de ma génération d'autres Polonais, c'était l'Europe. Seulement, l'Europe est devenue très éloignée de nous. Et l'Europe aussi avait le sentiment, je suis peut-être injuste en le disant, qu'il faut un peu oublier cette partie-là. Je peux vous dire, je parlais avec vous voulez dire le passé, la partie de l'Europe. Non, l'Europe de l'Est qui a été donnée par les traités internationaux sous une certaine domination étrangère. Non, c'est Staline qui n'a pas tenu les promesses faites à Yalta. Staline avait promis à Roosevelt, qui a eu le temps de le croire, là je le rejoins Bronislav, qu'il ferait des élections libres dans toutes les zones libérées par l'armée rouge. Il n'y a eu aucun partage à Yalta, contrairement à ce qu'on avait raconté en France. En fait, ça revient au même pour eux. Alors, ça revient au même dans le sens, mais c'est une époque révolue, c'est fini. Si de notre côté, il y a ce qu'on, parfois, on aperçoit comme une sorte de méfiance, des craintes, des nostalgies historiques. Il faut comprendre que c'est une histoire, qu'il ne faut pas ignorer l'histoire. Si on l'ignore, elle se venge. Alors, mais seulement il faut savoir la comprendre. Il faut chercher que nous tous, même à cette table, ayant d'expériences différentes, appartenant à des communautés nationales différentes, que nous essayons de penser l'Europe avec une mémoire commune. C'est-à-dire que ce qui nous fait mal, que ça fasse partie aussi de votre mémoire. Ce qui fait la gloire de l'Europe, la culture de l'Occident, nous en sommes fiers, bien qu'on n'y a pas toujours participé. Oui, si vous-même, Polonais, vous réfléchissez à ce qu'ont été vos moments difficiles et puis vos erreurs, ou vos fautes à différents moments de votre histoire. Mais vous avez dit tout à l'heure, vous avez trouvé une très belle formule, Monsieur Guérémec, vous avez dit la présidence de la France va être courte pourvu qu'elle soit grande. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle soit grande, vu par vous? Et je demande la même question à Hubert Védrine et Hubert Haenel. Moi, je crois que c'était à cette table très bien dit, parce que ces enjeux fondamentaux qui se présente maintenant, c'est ça. C'est le climat, c'est la migration, c'est, je crois, la solidarité européenne. Et moi, je mettrai l'accent seulement sur ce dernier facteur. Je crois que nous avons besoin d'un sentiment d'appartenir à la communauté européenne. Et si la France a arrêté par son référendum le processus de renforcement de la communauté, elle devrait se rattraper maintenant. Mais elle a commencé à se rattraper avec le traité simplifié, le traité de Lisbonne. Hubert Védrine. Moi, je dirais deux choses, puisque vous m'en donnez l'occasion. D'abord, il faut mettre un terme à l'idée qu'on fera une Europe forte par la négation des nations et des identités. Là, moi, je suis en rupture avec le courant fédéraliste sur ce plan. Je pense qu'il faut reconnaître que les peuples n'en veulent pas de ça. Ils ne l'ont jamais demandé. L'Europe a été construite très intelligemment par des petites élites qui voyaient loin. Donc je pense qu'il faut tirer toutes les leçons de ce que Delors disait il y a des années, c'est-à-dire fédération d'États-nations. C'est d'ailleurs une confédération d'États-nations pour les 27, une fédération d'États-nations pour la zone euro. Et si on arrête d'embêter les peuples avec le fait que leur identité c'est suspect et inquiétant, les peuples seront très 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 positifs pour tous les projets de politique nouvelle. Et là, il y a un champ d'appui extraordinaire, y compris de la part des gens qui votaient non dans différents pays, quand on leur posait l'élection. On a posé leur redemander pour le traité de Lisbonne, mais il y a un potentiel énorme. Et le deuxième point, Bronislav l'a dit tout à l'heure, c'est de projeter, grâce à la présidence bien préparée, l'Europe dans la moyenne et la longue durée, c'est-à-dire faire de l'Europe un pôle dans le monde multipolaire qui sinon se fera sans nous, sans elle, et c'est un pôle régulateur de la mondialisation sauvage. En plus, c'est le moment. Mondialisation, mode d'emploi, regardez la crise économique et financière qui s'étend. Là, il y a on y arrive. Et puis des problèmes importants de la politique étrangère. Ça peut coïncider. Jean-Pierre Jouyet, puis une question de Monique Canto. Oui, non, je dirais que la présidence française, elle va essayer d'être grande au service de l'intérêt général européen. Et M. Guérémec a tout à fait raison d'insister sur le fait qu'il faut garantir la solidarité européenne. Par rapport à ce que dit Hubert Védrine, je crois que ce qui est important, c'est que le traité de Lisbonne réalise ce compromis entre ce qui est communautaire, ce que certains appellent fédéral, et ce qui est intergouvernemental. On a trouvé une bonne solution. Là, je suis d'accord avec Hubert sur ce plan-là. On peut avoir des sensibilités différentes, mais et troisièmement, je dois dire que pour les raisons qu'a indiqué Monsieur Guérémec, il est important, et je défends l'idée d'une Europe élargie, parce que l'Europe élargie, c'est la réunification du continent européen. Et ce qu'a dit Monsieur Guérémec de ce point de vue-là est important, parce que si nous voulons
faire en sorte que l'Europe soit un acteur global sur la scène internationale, ce qui est quand même notre ambition à tous. Nous avons besoin d'une Europe qui soit large, avec des règles de fonctionnement. Elle va bien s'arrêter quelque part, quand même. Oui, elle doit s'arrêter. À combien? Non, mais c'est pour ça que nous avons... Non, c'est pas à combien. La question, elle n'est pas géographique, c'est quelque part. C'est pas à combien, parce que, objectivement, vous pouvez fonctionner à 27 et vous fonctionnerez à 32. Là, je veux vous le dire ici. Alors, jusqu'où? Voilà. Non, mais c'est pas... Mais ça fonctionne. La dernière chose que je veux dire, la dernière chose que je souhaite indiquer, c'est que, contrairement à une idée reçue, on ne fonctionne pas plus mal à 27 qu'à 15. Alors, il y a beaucoup de questions et de remarques encore. Alors, Monique. À la fois une question et un vœu pour cette présidence européenne. L'Europe redevient politique au sens de l'action, c'est-à-dire elle peut identifier les problèmes, commencer à les traiter et éventuellement agir pour les résoudre. Mais un enjeu de cette présidence française aussi est que l'Europe redevienne politique au sens des peuples et des États. Parce que tout de même, une des hypothèques qui avait plombé le développement européen, avec le vote négatif des Français et le vote négatif des Néerlandais, c'était que l'Europe s'était tout de même détachée des volontés collectives, elle n'était plus un espace de débat. Donc il faut réapproprier l'Europe dans les peuples. Et ça, c'est fondamental. Que nos concitoyens, par exemple les Français que nous connaissons bien, n'aient plus le sentiment que l'Europe, ce sont des décisions automatiques qui se prennent toutes seules, sans véritable volonté. Leur faire comprendre qu'il y a derrière non, mais c'est l'image qu'ils en ont, qu'il y a derrière de véritables débats, de véritables problèmes, et la possibilité éventuellement que les citoyens, par le droit de pétition que permet le traité, mais que les parlements nationaux aussi, qui ont un rôle accru à jouer, puissent contribuer à donner à l'Europe un rôle politique vivant et incarné dans un président, ce sera évidemment quelque chose de tout à fait différent et qui permettra à l'Europe d'aller de l'avant. Une position de foi de Monique Campos-Perber. Mais il y a une question aussi, est-ce que la France y est prête? La France, c'est plus qu'une position de foi. Parce que c'est vrai que les institutions européennes ont couru beaucoup plus que la politique. Il faut maintenant revenir aller vers la politique. Et qui, par exemple, devrait jouer ce rôle? Mais les partis politiques. La dimension européenne des partis politiques nationaux. Et les renforcements des partis politiques européens sont essentiels, et je crois que 2009, c'est une étape importante, il y a les élections européennes, c'est là qu'on doit politiser l'espace européen. Peut-être un désaccord, moi, là-dessus. Enfin, je n'ai pas un désaccord sur la philosophie et l'orientation, mais je pense qu'il faut également arrêter de dire que ce qui se passe au niveau national ne compte plus. On a trop dit pendant 20 ou 30 ans, il n'y a que l'Europe qui est capable, donc les gens en ont conclu qu'au niveau national, ça ne comptait plus. Mais il faudrait que les partis nationaux soient ambitieux sur le plan européen. Il faut combiner les deux, là. Il faut combiner les deux. Mais ce qui est vrai, c'est que les partis ne s'approprient pas, sauf lorsqu'ils sont saisis, ce qui était le cas, par exemple, d'une ratification, mais ne s'approprient pas. Mais on va prendre des exemples. Allez, on va prendre des exemples. Mais pas en déresponsabilisant. On va prendre des exemples. En combinant les deux. Il devait y avoir un accord entre Air France, KLM et Alitalia. Monsieur Berlusconi intervient dans la campagne et il dit non, on ne laisse pas un bien italien partir chez les Français. Bon. D'abord, est-ce que vous êtes intervenu d'abord pour aider, pour faire avancer les choses? Et est-ce que le choix en Italie, c'est entre Air France et la faillite d'Alitalia? Alors la question à l'Italien. La question à l'Italien, elle est très mal posée de la part de Berlusconi, qui a fait des déclarations totalement irresponsables. La question, ce n'est pas avoir à l'Italia, italienne ou pas. La question est avoir une solution économique viable. Pour l'Italien, on n'est pas l'avoir. Et je crois que là, il ne s'agit pas de choisir entre l'Europe et l'Italie. Il s'agit d'avoir une approche très pragmatique. L'offre de la France, c'est une offre viable, qui a été jugée viable par le gouvernement italien. Maintenant, Air France doit négocier avec les syndicats. Mais pour nous, c'est pas la question de la nationalité. Moi, je ne suis pas intéressé à la nationalité des compagnies aériennes. L'économie mondialisée. Moi, personnellement, et c'est mon point de vue, je crois qu'en Europe... C'est acheté par des fonds souverains mondiaux? Non, sans problème. Non, mais attends, je répondrai à Hubert aussi là-dessus. C'est pas cette au sein de l'Europe, donc c'est différent. Au sein de l'Europe, d'une part, dans le monde aérien, enfin, j'ai suivi un peu ces affaires-là, vous avez aujourd'hui que des compagnies qui soient globales. Et nous pouvons être fiers de ce point de vue-là, c'est que ce sont les compagnies européennes
européenne qui résiste le mieux à la crise économique, à l'ensemble, même par rapport aux compagnies américaines dont la plupart sont en moins bonne santé que nous. La deuxième chose, c'est que c'est un partenariat qui est proposé. C'est à nos amis italiens de dire s'ils le souhaitent ou pas. S'il y a une meilleure solution, qu'on nous le dise. Pour avoir vécu ce dossier quand même depuis 7 à 8 ans, je ne connais pas de plus complémentaire. Donc voilà, si M. Berlusconi a une autre solution. C'est Air France KLM à l'Italia. Oui, c'est pas Air France d'ailleurs à l'Italia, c'est Air France KLM à l'Italia. Il y a eu des représentants d'Alitalia au conseil d'administration d'Air France déjà depuis plusieurs années, ça a existé, et nous avons, comme le dit Hubert, la possibilité de peser sur le plan économique mondial à un moment où cela ne va pas. Voilà, moi, si on veut le faire uniquement avec la Lombardie, après tout. On aurait dû faire ça il y a 5 ans. Et pour tout le monde, ça aurait été beaucoup mieux. On est d'accord avec ça. Allez, autre question. Des rendez-vous sont prévus pendant la présidence française et après de l'Union européenne. L'Union pour la Méditerranée, est-ce qu'elle va se faire? L'Union pour la Méditerranée devrait se faire le 13 juillet et être installée effectivement le 13 juillet prochain à Paris. C'est une union de projets concrets là aussi. C'est une union qui est faite pour renforcer le dialogue entre l'Europe et la Méditerranée. Alors qui y participe? Il y a les pays du Proche-Orient. Il y a les 27 pays de l'Union européenne et vous avez 12 pays du sud de la Méditerranée, le Maghreb, bien évidemment, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la Libye, l'Égypte, la Jordanie, qui n'est pas riverain, mais qui est très ami et proche, l'État d'Israël et l'autorité palestinienne. Shimon Peres en a parlé avec Nicolas Sarkozy quand il était à Paris. Voilà. Et alors, la France avait lancé, ou Nicolas Sarkozy avait lancé l'Union de la Méditerranée. Et la Turquie. L'Union de la Méditerranée. Ça a fait un peu de bruit, Madame Merkel n'était pas d'accord, etc. Et vous avez dit que le passage à l'Union pour la Méditerranée n'était pas seulement une différence sémantique. Non, quelle est la différence entre l'Union de la Méditerranée et l'Union C'était pour... l'Union méditerranéenne et l'Union européenne qui pouvaient donner le sentiment qu'il y avait deux unions qui allaient coexister. Ce qui est fait et ce qui est rivalisé. Et en passant par l'Union pour la Méditerranée, c'est que l'ensemble des Européens et la plupart des pays de la rive sud de la Méditerranée sont d'accord pour coopérer sur des défis qui sont communs à la Méditerranée. La Méditerranée, c'est une frontière de l'Europe importante pour répondre à Hubert, et nous avons là des réponses en commun à apporter à des défis qui ont nos environnement, qui ont nos aussi énergie, qui ont nos immigration. Les Italiens sont d'accord? Les Italiens sont d'accord pourvu que ce ne soit pas détaché de l'Union européenne, et donc voilà le développement de l'Europe. On parlait avant de flexibilité. Moi, je crois qu'il faudrait utiliser les mots flexibilité, différenciation dans les cas de la Méditerranée, à savoir l'Union européenne à 27 lance un projet, et après on peut l'approfondir avec les pays européens qui le souhaitent. Ceci est prévu par le traité de Lisbonne, on devrait utiliser cette clause. À partir de ce que dit Jean-Pierre Jouyet, il faut espérer que on gardera ce qu'il y avait de juste dans l'idée du président Sarkozy à l'origine, c'est-à-dire de tenir compte du fait que les pays de la rive sud n'en peuvent plus des politiques méditerranéennes de l'Union, qui sont des politiques paternalistes, inventées par les Européens entre eux, au bénéfice des gens de la rive sud, à qui on pose des conditions et qui ne font pas partie de l'élaboration. Donc si on veut qu'il y ait une vraie relance de Barcelone, rebaptisée Union pour la Méditerranée, il faut que sur ce plan du partenariat, dont on parle tout le temps mais qu'on ne pratique jamais, il y ait une impulsion complètement différente. Ça, c'est aux États membres de dompter la Commission, si je peux me permettre. Mais on peut le faire à partir de ce que tu dis, Jean-Pierre. Non, je crois qu'il faut améliorer ce projet. Et pour avoir été ce week-end vu les Israéliens et les Palestiniens, ce qu'ils disent rejoint ce que dit Hubert Védrine, on m'a dit surtout qu'on ne passe pas tout notre temps à faire des textes, des compromis sur des textes qui ne servent à rien. Et ça, je crois que les pays du Sud n'en peuvent plus. Non, il faut en tirer des conséquences sur le plan du fonctionnement de l'Union. On a peut-être été un peu trop vite en besogne, comme on dit chez moi à la campagne, et c'était un peu un pavé dans la mare. Alors nous avons été incompris, notamment du partenaire allemand, qui ne voulait absolument pas qu'on fasse quelque chose à côté de l'Union européenne, une union de la Méditerranée. Donc il a fallu tous les efforts de Jean-Pierre Jouyet et de beaucoup d'autres pour aller convaincre Angela Merkel pour dire c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Et de dire ce qu'on veut, en fait, c'est quoi? C'est Barcelone revu, corrigé, amélioré. C'est un peu ça, pas tout à fait. Pas tout à fait. Oui, mais Barcelone, bon, ça marche pas. Si vous voulez associer les citoyens, parlez simple pour les citoyens. Si les Français lancent comme ça des idées comme ça en disant voilà une affaire ficelée, les autres se rebiffent. Et on les comprend. Monique Cantos-Ferrer disait tout à l'heure les projets politiques de l'Union européenne, etc.
Pourquoi il y a eu tant de mal, et il y a tant de mal, je vais vite parce que je sais que vous allez prendre un train ou un avion pour Bruxelles. Pour Bruxelles, etc. Très bien. Et on va continuer, on terminera presque sans vous avec regret. C'est une surprise. Pourquoi pendant tant de temps il a été si difficile de se mettre d'accord au niveau des 27 sur le Tibet, province de la Chine ou pas province de la Chine? Pas indépendante, plus personne ne parle d'indépendance, mais on parle d'autonomie. Hubert Védrine, quand vous étiez ministre, vous avez rencontré, vous, le Dalai Lama? Oui, je l'ai rencontré, même avant, j'ai rencontré avec François Mitterrand. Oui, mais à titre privé. Mitterrand l'avait reçu à titre privé, pas à l'Élysée. Si, bien sûr. Pas à l'Élysée. Bien sûr que si. On avait dit à titre privé et pas officiellement. Peut-être, en tout cas, je me rappelle très bien le Dalai Lama remettant à Mitterrand une écharpe blanche à l'époque. Oui. Et en tant que ministre, non, la question s'est pas posée. Je me rappelle pas avoir mais jamais au Quai d'Orsay. Apparemment, parce que c'est très difficile de le recevoir au Quai d'Orsay. Non, c'est pas une question de lieu, c'est une question de. Il a d'ailleurs été reçu dans beaucoup de capitales européennes. Mais qu'est-ce que doit faire l'Union européenne sur ce plan-là, à l'égard de la Chine? Et il y a encore 4 à 5 mois pour les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a une position commune à avoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment se comporter, etc. Hubert Védrine, d'abord. Là, je parle sous le contrôle de Jean-Pierre, mais il me semble qu'à partir des demandes extrêmement modérées du Dalai Lama, il y aurait quand même quelque chose qui pourrait être dit par l'ensemble des Européens. Il est en train d'être dépassé, le Dalai Lama. Il y a une situation qui pourrit, donc il y a une sorte de Hamas tibétain qui est en train de se développer. Une génération plus radicale. Qui n'écoute pas, mais ce qu'il dit est tellement modéré, tellement raisonnable, tellement culturel, identitaire et peu politique, que les Européens devraient peut-être avoir la possibilité de se mettre d'accord autour de ça. Il y a Jean-Pierre, c'est plus ce qu'il en points. est. Non, j'en sais beaucoup moins qu'Hubert sur la Chine et le Tibet, mais il y a 2 points qui me paraissent clairs. Un, il doit y avoir effectivement une position commune à 27 sur ce sujet-là, et ça devra être un des points évoqués lors du prochain Conseil des ministres des Affaires étrangères. Il paraît important, il ne paraît pas normal qu'il y ait effectivement des divergences de capitale à capitale, et il faut que l'Europe, si elle veut être un acteur global, se fasse entendre sur ce sujet-là. Deuxièmement, c'est la question plus fondamentale qui est posée à l'égard de la Chine, et nous avons le temps, d'ici les Jeux Olympiques, de voir comment la Chine va se comporter au regard de ce que sont les droits de l'homme, au regard de ce que sont les obligations internationales. Vous ne pouvez pas dans un cas réclamer pour le rayonnement et votre insertion dans le monde l'organisation des Jeux Olympiques, qui est un événement planétaire tout à fait considérable, et d'un autre, vous dérogez à ce que sont vos obligations sur la scène internationale. Je pense que c'est ce type de discours qui doit être tenu par l'Union européenne à l'égard de la Chine. Mais la Chine considère qu'elle est chez elle, au Tibet. Non, mais qu'elle soit chez elle, je ne pose pas la question appartenance du Tibet à la Chine, c'est pas ça qui est posé. Ce qui est posé derrière, comme le soulignait Hubert Védrine, ce sont les excès qu'on commet au nom de ceci et l'attitude plus générale de considération de ce que sont les droits de l'homme, qui sont de ce qu'ils affirment étant une valeur de plus en plus importante de l'appartenance à une communauté internationale. Accueille comme une fin de non-recevoir ce qu'on peut lui dire de l'Union des 27 ou de l'Amérique ou d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on verra. À ce moment-là, je vous dis, il reste 3 mois d'ici les Jeux Olympiques, et il faut que nos amis chinois comprennent qu'on a encore le temps de la réflexion et de la prise de position à cet égard. Jusqu'à pas boycotter, mais ne pas aller, pas les sports, ne pas aller à séance d'ouverture et de fermeture. Par exemple. Ce sera une démarche partielle et hypocrite, mais ce sera déjà un geste. Du tout, c'est un geste, c'est toute une question de symbole. Les gestes comptent aussi dans la politique internationale. Est-ce que vous avez remarqué, Brodisław Geremek, que quand Jean-Pierre Jouyet parle à la plupart des personnes qui sont autour de la table, il les appelle pas le prénom. Et vous, ils disent Monsieur Geremek. Non, c'est parce que j'ai reçu cet personnage. Mais c'est parce que moi je suis impressionné, c'est l'histoire qui est devant moi là. Voilà. Oui. Il en a assez d'entendre dire c'est l'histoire, Geremek. Le problème du Tibet, c'est quand même, c'est un test maintenant. Et c'est un test pas seulement sur le plan éthique, c'est un test politique. Si l'Europe n'est pas capable de dire ensemble ce qu'il faut dire, ce sera dommage. Si l'Europe n'est pas capable de dire aussi de quoi elle dispose comme certains moyens d'action, l'économie européenne ne dépend pas de l'économie chinoise, c'est l'économie américaine qui en dépend. Et alors, c'est quand même un facteur important. Nous sommes un consommateur de masse de la production de ce pays. Et troisièmement, ce que Hubert vient de dire,
pour la première fois, il y a l'amorce d'une solution politique. Parce que Dalai Lama a déclaré qu'il est prêt de rencontrer les leaders de la Chine. C'est pas la première fois sous le contrôle du maire, mais... Non, de rencontrer dans un moment de conflit, je crois que c'est pour la première fois. Mais les Chinois sont sourds, hein. En disant, oui, ils sont sourds, mais il faudrait seulement les aider à écouter cette voix. Et je crois que l'Europe pourrait le faire. Alors moi, je partage entièrement votre point de vue. Il faut une politique commune, et c'est pas le problème de discord entre les capitales. C'est l'Union européenne qui devrait parler d'une seule voix. Pour être concret, la principale avancée du traité de Lisbonne, c'est aussi dans le domaine de la politique étrangère et de la politique de défense. On a trouvé un bon compromis là-dessus. Donc si sur ces sujets-là, les citoyens ne notent pas, il y a de différence entre l'avant et l'après, mais on aura perdu. Vous devez faire à 27 et il ne doit pas visiter 27 capitales. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose, on n'en a pas parlé, mais un de nos objectifs durant la présidence française, on ne sait pas si on réussira, c'est un objectif ambitieux, c'est de faire en sorte qu'il y ait l'Europe des sécurités et l'Europe de la défense. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement importante, parce que pour être un acteur global, il n'est pas normal qu'un espace de 500 millions d'habitants, qui veut peser économiquement, et tout ça dans le monde ne se dote pas d'une politique de sécurité commune. Ils sont importantes. Après, il y a des discussions qui partagent un armement avec des capacités opérationnelles. Mais la dissuasion française, comme cela a été indiqué, peuvent être au service aussi des intérêts européens. Et la dissuasion ne s'arrête pas. Mais c'est la France qui en garde la maîtrise. C'est la France qui en garde de la maîtrise, mais c'est à voir et à regarder dans le cadre d'une politique européenne. Exactement. Un dissuadeur unique, sinon ça ne dissuade pas. Et l'Europe de la défense va-t-elle jusqu'à concevoir une action européenne comme agent international, agent du monde d'aujourd'hui, avec ce que ça suppose évidemment de possibilités de puissance, de possibilités d'être un acteur à part entière. On a fait au XIXe siècle. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que ça va jusque-là pour vous? Non, mais ça va à se doter effectivement de capacités de gestion de crise, de capacité de projection. Là, vous avez les événements du Kosovo. Pour la première fois, il y a une force de stabilisation européenne de 1800 hommes qui existe. Vous avez des présences européennes qui sont très très fortes en Afghanistan. Vous avez des pays qui sont à la limite de leur force de projection aussi en Afghanistan. C'est le cas de l'Allemagne notamment, où il y a des débats à l'heure actuelle très important. Après, dans l'application du traité de Lisbonne avec cette défense qui pourrait être une défense commune, on enverrait ensemble des soldats en Afghanistan. Oui. Ou est-ce qu'un pays peut décider, comme va le faire la France, d'envoyer elle seule ses renforts de 1000 ou 2000 hommes? Là, je suis alors là tout à fait d'accord avec Hubert Védrine sur ce plan-là. Il faut être pragmatique. Il faut ne pas avoir une vision trop idéologique de ce que doit être l'Europe de la défense. C'est en fonction des capacités de chacun, des besoins. Les capacités françaises et allemandes ne sont pas les mêmes, mais il faudra effectivement renforcer les aspects opérationnels et il faudra travailler en liaison avec l'OTAN, ce qui se fait déjà. Et avec les États-Unis. Avec les États-Unis. Parce qu'on a oublié les États-Unis. C'est sérieux quand même. Hein. Oui. Il ne s'agit pas simplement de trouver une occasion que l'Europe roule les mécaniques. C'est un sujet très grave. Donc il y a des forces à l'extérieur. Pourquoi faire? Comment? Qui en décide? Qui est responsable quand il y a des morts? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi je pose la question? Je pense que c'est grave. Je complète. C'est parce que c'est grave. Je complète. Et qu'on a l'air de. C'est pas simplement dans la là-dessus. Qu'est-ce que peut faire l'Europe pour montrer qu'elle existe plus? On en aura d'autant plus besoin qu'on va reformater, comme on dit dans le jargon, l'ensemble des moyens militaires des différents pays, notamment la France, est en train de diminuer. Hubert Védrine, oui. Oui, parce que vous voulez dire préciser. Parce que vous reprochez à qui de vouloir montrer des muscles? Non, je reproche rien. Je dis c'est pas simplement la série des initiatives que l'Europe peut prendre qui s'ajoutent à l'écologie, l'énergie, l'immigration et compagnie. C'est s'engager dans la gestion du maintien de la paix. En fait, c'est du rétablissement de la paix, souvent. On va y aller au nom de quoi? Pourquoi faire? Avec quels moyens? Qui va décider quoi? Engager la vie des soldats? Quelle réponse vous donnez aux questions que vous vous posez? Je pense que ce qu'on appelle l'Europe de la défense, en réalité, c'est pas l'Europe de la défense, c'est parfaitement bien défendu, elle est peu menacée. C'est l'intervention militaire européenne à l'extérieur. Donc, il faut le faire dans un cadre légal et légitime, incontestable. Avec l'accord des parlements nationaux, comme dirait d'abord, il y a l'accord interne, il y a ou après consultation des parlements nationaux, l'accord des Européens, etc. Il ne faut pas simplement chercher des occasions d'envoyer une espèce de troupe de briques et de broc. Mais c'est pas du tout une critique de ce qu'a dit Jean-Pierre Jouyet. Non, mais c'est pas ça. Le sujet est que nous devons être organisés pour faire face à des
demande effectivement d'intervention extérieure en complément de ce qui se fait dans le cadre de l'OTAN. Or, aujourd'hui, nous ne le sommes pas. Et c'est aujourd'hui que nous faisons courir le plus de risques aux soldats français, italiens, allemands et tout. La combinaison OTAN-Europe doit être clarifiée aussi. Exactement. Parce que sinon, on voit bien ce qui se passe avec les candidats aux États-Unis. La France est redevenue l'ami des États-Unis, je raccourcis, donc ils doivent envoyer plus de troupes. Là où on décide nous. Non, mais voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut que ce soit clarifié. Alors, on reviendra sur ce thème pendant quelques minutes parce que Jean-Pierre Jouyet, ça va, il faut pas rater le train. Une conclusion pour vous, à partir, n'enlevez pas déjà tous les micros, vous êtes impatient, mais vous reviendrez, à partir du 1er juillet, 6 mois de présidence française de l'Union européenne, après l'Europe va continuer, mais déjà, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Je reprends un peu la question de Monique au début de l'émission, voir progresser pendant ces 6 mois. Qu'est-ce que vous direz que la France a réussi si elle a fait quoi? Si elle a fait son métier honnête de mettre en place de nouvelles institutions solides dans le cadre d'une Europe élargie, ça me paraît important. Deuxièmement, si nous avons fait avancer l'Europe sur le plan de l'environnement, sur les défis des migrations. Et troisièmement, si nous avons ouvert, et là je suis d'accord avec Hubert Védrine, des chantiers importants. Le chantier de la défense est une question sérieuse, mais si la France ne le fait pas, personne ne le fera à sa place. Et ça, Hubert Védrine le sait bien. Vous avez des pays qui ont des responsabilités particulières en Europe. C'est la France et le Royaume-Uni. C'est à ces pays-là de poser cette question. Si on ne le fait pas maintenant, dans l'état du monde, nous aurions échoué. Nous n'allons peut-être pas tout réussir, tout faire en 6 mois, je suis d'accord, mais nous devons poser les bonnes questions. Et nous devons aussi être concrets. Il y a à faire en sorte qu'il y ait davantage de facilité, par exemple, que chacun puisse disposer d'une carte maladie pour se faire soigner dans un pays européen. C'est aussi un objectif concret. Faire en sorte que les étudiants en Europe, les apprentis, ceux qui travaillent puissent bénéficier d'un séjour de 6 mois dans tout autre pays européen. Ça aussi, ça se fera pas en un jour. Mais c'est comme ça qu'on bâtira une nouvelle génération européenne. Merci. Voilà. Bon voyage. Défendez bien les intérêts des citoyens français, des Européens, face aux grandes puissances qui nous regardent. Et vous, Borislav Guérémec? Bon travail. Bon travail. Bon travail pour qui? Bon travail pour qui? Une France forte dans une Europe forte. Voilà. Oui. Face au monde tel qu'il est, comme dirait l'autre. On n'a pas parlé des États-Unis, mais même un mot, Hubert Védrine. Est-ce que dans cette évolution actuelle par rapport à l'Europe et à l'Union européenne qui se met en place ou se développe, etc., et dans la phase de campagne électorale des États-Unis, vous voyez des changements et est-ce que vous voyez, par exemple, un alignement de la politique étrangère française avec les néoconservateurs américains? Ah ben là, il y a un risque, oui, mais je voyais déjà un risque quand j'avais rédigé il y a quelques mois le rapport pour le président de la République, et la deuxième partie était consacrée à expliquer que c'était une mauvaise orientation, à mon avis, par rapport à nos intérêts, mais c'est pas l'actualité immédiate. Ce que je crois, c'est que la campagne électorale américaine est tout à fait passionnante, mais que de toute façon, c'est ni McCain, ni Hillary Clinton, ni M. Obama qui vont régler nos problèmes à nous. Donc si les Européens veulent devenir, s'imposer comme étant des vrais partenaires des Américains, c'est à eux de le devenir dans leur tête. Les Américains vont pas le fabriquer, ils vont pas refaire le coup du plan Marshall, tout ça. Donc ils vont pas le fabriquer. En revanche, si on s'impose comme des partenaires en ayant des positions non pas intégrées mais harmonisées sur les grands sujets du monde, ils en tiendront compte. Et ça serait, je trouve, pas mal d'utiliser la présidence européenne, parce que le calendrier nous aide, à préparer l'arrivée de la nouvelle administration américaine en 2009 pour qu'on ait des choses à dire ensemble. Dans de se précipiter à Washington dans le désordre. D'autant plus que les Américains traversent une crise économique, financière. Bon, il y a des choses à leur dire sur avec 36 sujets, pour nous. À commencer le fait de remettre de la régulation et du rôle des gouvernements et des États. Mais l'approche unilatérale américaine a caché beaucoup les faiblesses et les ambiguïtés européennes. Donc, moi, je souhaite que les États-Unis reviennent à une politique plus multilatérale, mais il faut savoir que ceci, ça veut dire assumer ses responsabilités en tant qu'Européens. Donc, comme le disait tout à l'heure Hubert Védrine, il faut d'abord clarifier nos relations avec les États-Unis, clarifier les relations entre la défense européenne et l'OTAN, et se parler pour aborder les sujets, même les plus difficiles, les uns après les autres, pour savoir exactement ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Et si on ne fait pas ça, évidemment, on aura toujours l'impression d'être à la traîne des États-Unis. C'est ce que pense, en tout cas, encore une partie de notre opinion publique.
On termine avec... Vous voulez dire un mot? Mais je crois que c'est très important parce que nous bien n'allons sûr, c'est pas important, vous nier, allez le nous, dire. Européens, Allez-y. que nous sommes des Occidentaux. Mais je crois que nous avons une image des valeurs occidentales à défendre qui ne soit pas un simple alignement sur les affaires américaines. Parce que l'histoire de l'Europe est beaucoup plus complexe, beaucoup plus ancienne. Elle doit faire valoir la multiplicité de perspectives sur le monde, celles qu'ont les Chinois, les Indiens et les pays en voie de développement. Nous pouvons apporter tout cela dans la définition même de ce qu'est la référence occidentale, qui ne coïncide pas nécessairement avec les États-Unis, mais qui enrichit considérablement le débat mondial aujourd'hui. Bronislav Geremek. Je voudrais que dans ce Et c'est débat... vous qui conclurez cette émission sur l'Europe. Je voudrais que dans ce débat sur l'Europe et l'Amérique, nous mettions l'accent sur l'Europe beaucoup plus que ce problème comment se libérer de l'Amérique. Puisque l'Amérique ne devrait pas être pour nous cette référence négative. Nous sommes Non, mais il y a l'Amérique, il y a différents. la Russie qui redevient une grande puissance, il y a la Chine, l'Inde, etc. Ce que je voudrais- le monde dans lequel nous ce vivons. que je voudrais- Hein? Ce n'est pas négatif, c'est une incitation aux Européens à exister. Il y a quand même, il y a dans le débat européen, il y a quand même la recherche du diable par rapport auquel on cherche le bien. Eh bien, C'est assez polonais, ça, non? C'est avec l'aide de Bush. Bon, je voudrais croire qu'avec la nouvelle administration, les États-Unis deviendront un partenaire important. Et cela concerne les valeurs que nous partageons avec eux, qui sont les nôtres. Enfin, c'est pas le problème de la propriété. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce qui importe, c'est l'Europe elle-même. Et elle a besoin des institutions plus fortes. Elle a besoin aussi de se sentir forte elle-même. C'est pas l'Europe forteresse à laquelle je rêve. Je voudrais que ce soit l'Europe qui n'est pas fatiguée d'elle-même et qui sait pourquoi elle crée la communauté et pourquoi elle voudrait que les citoyens y participent. Et il faudrait les institutions. Parce que, par exemple, le problème de l'armement, c'est la question non seulement d'établir un rapport avec les Américains, honnête et fair, mais aussi de créer finalement une agence européenne d'armement qui pourrait assurer que la production et les achats d'avions militaires, par exemple, se fassent dans l'Europe. La tâche est immense. On voit les responsabilités qu'a au moins pendant 6 mois, avant que d'autres prennent le relais, de la France quand elle présidera l'Union européenne. Et oui, l'Europe, elle est capable de trouver les astuces. Regardez ces drapeaux-là. Eh bien, c'est pas tout à fait légal, parce que le Royaume-Uni, dans le vote au Conseil, a interdit les drapeaux européens, a interdit l'emblème de l'Europe ou les hymnes européens. Et l'Europe, puis, passe de cela. Comment penser l'Europe de l'avenir sans certains symbole de son unité. Et alors j'espère que ça concernera aussi les institutions et les politiques. Elle doit être solidaire et grande. Merci d'être venu de Varsovie, vous de Rome. Merci d'avoir participé à cette émission de Bibliothèque Médicis, parce que l'Europe fait partie des grands débats d'idées, des grandes réalités. Le bureau de Jean-Pierre Elkabbach à l'avenir. Pour Bibliothèque Médicis et pour Public Sénat, voilà de quoi nous faire plaisir, parce que Bibliothèque Médicis, qui est diffusée dans le monde, est attentive aux évolutions, aux tempêtes et même au bruissement du continent européen. Donc, on en profite. Les citoyens savent bien désormais que progresser, voilà, c'est faire gagner un peu plus la croissance, la justice sociale et la paix. Les enjeux en valent la peine. Merci, je suis très flatté, venant de votre part, qui est tellement européen. En tout cas, nous sommes convaincus que les enjeux et tout ce qui est en train de se préparer en vaut la peine. Avec Philippe Lallemand, Monique Cantos-Perber, Françoise Mananti, Anne-Marie Moreau, Céline Mérélec, toutes partagent cet avis et cette conviction européenne. Merci à vous tous. À bientôt. Voilà, je garde mes petits drapeaux, moi. Parole du monde
en partenariat avec France Info, eh bien c'est le rendez-vous avec l'actualité internationale sur Public Sénat. C'est chaque mois un regard décalé sur les évolutions de la planète avec des rubriques variées, un zapping des télévisions étrangères, des rencontres avec de grands témoins du monde, le témoignage d'hommes politiques, d'humanitaires ou de journalistes de retour de mission et puis un débat central sur une question politique internationale. Cette nouvelle saison s'annonce riche et passionnante avec des rendez-vous phares, les primaires aux États-Unis bien sûr, mais aussi les élections législatives et présidentielles en Russie ou encore les Jeux Olympiques à Pékin. Parole du Monde, présentée par Caroline Delage, c'est un jeudi par mois à 18h45 sur Public Sénat, la chaîne d'information politique.